Bonsoir à tous, Grégory, l'Abocast 3D. Ce soir, nous avons le plaisir de vous présenter notre petite dernière caméra intrabuccale, la fameuse Eletra Smart. Je suis accompagné ce soir de nos deux consultants cliniques, Gérard Duménil et Gérard Loufrani, que vous connaissez tous. J'ai mon responsable flux digital spécialiste des caméras, Bastien Deloge. Nous avons pris le parti de lancer cette caméra qui est un private label, qui est notre caméra il y a quelques semaines. Nous l'avions présentée lors de l'ADF avec un certain succès. Depuis quelques jours, nous inondons les réseaux sociaux et vos boîtes email, car nous sommes convaincus que cette caméra présente toutes les caractéristiques des meilleures caméras déjà disponibles sur le marché, avec un intérêt certain qui est l'ergonomie. C'est la plus légère et la plus petite du marché, mais aussi si ce n'est la moins chère. Donc, je vais laisser la parole à mes acolytes pour vous la présenter. Et je ne peux pas feindre mon plaisir ce soir de la lancer officiellement au travers de ce webinaire. Les Gérard, Bastien, à vous de présenter la caméra Eletra Smart. À tous. Merci Grégory. Bon, je vais démarrer la diffusion. Oh putain, putain, j'ai perdu l'écran. Ok. Bien, donc voilà cette nouvelle caméra Elektra. Je vous propose une découverte de cette caméra à la fois sur sa présentation physique et puis ses compétences et ses qualités, bien entendu. Donc, elle est livrée vraiment dans une très très belle emballage. C'est un coffret en aluminium qui la contient, qui la protège, qui permet de la déplacer éventuellement et en toute sécurité. Donc, ce coffret contient tous les accessoires nécessaires à la prise de vue en bouche. Nous avons bien sûr la caméra, vous voyez qu'elle est toute petite, elle est rangée au centre ici de la boîte. C'est une caméra filaire, elle est reliée à l'ordinateur par un câble. Nous avons également un support qui permettra de la mettre stable sur le plan de travail, 6 embouts intrabuccaux et l'accessoire d'étalonnage, dont nous parlerons un petit peu plus tard. On va voir comment ça fonctionne, tout ça. Donc, cette caméra est filaire, elle est connectée à l'ordinateur par une prise USB 3. Le câble fait 1,85 m, donc c'est tout à fait confortable, ça laisse de l'amplitude pour travailler. Et ici, elle est munie d'un embout protecteur, qu'on va détailler aussi un petit peu plus tard, qui permet de protéger la partie optique de la caméra lorsqu'elle n'est pas en utilisation. Ce support, qui est ici très stable, permet de poser la caméra et elle permet également, une petite astuce qu'on vous donnera, ça, de faire la calibration de la balance de blanc. Ça, c'est Bastien Deloge qui nous a signalé ça, ce qui permet d'avoir une surface blanche qui permet vraiment de calibrer la caméra et c'est important pour avoir une reproduction fidèle des couleurs. Les embouts. Alors, 6 embouts. Donc, c'est déjà vraiment très généreux d'avoir ces 6 embouts, puisque ça permet de travailler toute une journée tout en conservant toute l'hygiène nécessaire à ce stade, c'est-à-dire après la prise d'empreinte, de pouvoir les décontaminer, les autoclaver et les recycler dans la prochaine étape. Vous voyez que tout à fait à droite, on a un embout dont la fenêtre est operculisée, ce qui permet de protéger la caméra. Donc, c'est très important de la reprotéger. Ces parties optiques sont fragiles, donc il faut les mettre à l'abri de tout problème. À l'intérieur des embouts, nous voyons ici 2 petites broches métalliques qui vont être en contact avec la caméra et qui vont alimenter la résistance de chauffage du miroir. Cette résistance permet à ce moment-là d'effectuer des scans sans risque d'avoir de la buée sur le miroir, donc de pouvoir faire une capture dans de très bonnes conditions. De l'autre côté, voilà donc les fameuses optiques, c'est un peu les yeux de la caméra. La technologie utilisée, c'est de la photogrammétrie. Alors, c'est un petit peu comme nos 2 yeux, hein. Il y a 2 objectifs qui regardent avec une petite distance entre les deux. Et le logiciel permet de cette façon de reconstituer le relief. Et des petits points blancs qu'on voit en dessous, c'est les contacts électriques qui vont permettre la chauffe du miroir, donc le désembuage. Elle est petite, on vous l'a dit, mais vraiment très petite et légère. 138 grammes, c'est sans doute la plus légère du marché. Elle est précise, entre 5 et 7 microns, ce qui est franchement tout à fait acceptable pour ce petit engin. L'épaisseur de l'embout de 14 mm, c'est la plus fine. Vous allez voir, on va faire un comparatif dans
quelques secondes pour montrer vraiment la finesse de cette caméra. Et elle tient dans la main très très simplement, presque comme une pièce à main, comme un contre-angle qu'on a l'habitude d'utiliser. Nous avons donc la fenêtre de numérisation qui n'est pas pour autant petite, et ça permet là d'avoir un champ suffisamment important pour pouvoir numériser correctement. Je viens de recevoir une notification là, qui a sonné, excusez-moi. Donc la fenêtre de numérisation, vous voyez, malgré la petite taille de l'embout, on dirait un champ de vision quand même assez élargi. L'encombrement, quand on compare avec les caméras du marché, en voici les silhouettes, on ne va pas vous les nommer, mais elles sont parfois assez reconnaissables. Donc ici, l'épaisseur 17,6 mm, 20 mm ici. C'est-à-dire que quand on met un embout comme ça au fond de la bouche, eh bien, il faut que l'ouverture buccale permette d'aller jusqu'au niveau des molaires. Donc c'est déjà un petit peu encombrant ça. Encore un autre profil, 19,5. Ici, à nouveau, 15,9. Mais quand on arrive avec les lettres A, on est à 14 mm, c'est-à-dire la plus petite. Comment s'organiser au niveau du poste de travail? Bon, la plupart du temps, elle est livrée avec un ordinateur portable qui est déjà très simple à utiliser, puisque la caméra, il suffira de la brancher, on va voir ça tout de suite, mais ça peut également évidemment fonctionner sur une tour, et à ce moment-là, un écran déporté permettra d'observer l'image. Sachez que depuis un portable, on peut, avec un câble HDMI, disposer aussi d'un écran déporté, comme c'est le cas ici dans cette image du cabinet. On a d'un côté l'ordinateur action d'écran et on fait une réplique de l'écran sur un écran situé sur le fauteuil, c'est-à-dire tout à fait dans l'axe de vision du praticien et aussi du patient. N'oubliez pas qu'une caméra n'est pas qu'un instrument qui sert à faire des empreintes de travail, mais ce sont également des images qui servent à la motivation du patient. Et c'est extrêmement pertinent. Comment la brancher? Derrière ou sur le côté d'un ordinateur, il y a plusieurs types de prises. Prise casque, la prise en bleu USB-C, USB 3, à côté USB-C, et puis la prise HDMI. Toutes ces connectiques existent avec des endroits, des placements un petit peu différents. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la prise USB 3 qui est repérée par la couleur bleue. Donc, à l'extrémité du câble, vous voyez du bleu, vous allez brancher dans la prise qui contient du bleu au niveau de l'ordinateur. La particularité de cette connectique USB 3, c'est qu'elle permet à la fois l'alimentation électrique et le transfert de données, ce qui n'est pas le cas sur toutes les prises. Par contre, une fois branchée, donc, la caméra fonctionne, il suffit de l'allumer bien sûr en appuyant sur le bouton et vous êtes connecté, pas besoin d'une alimentation électrique complémentaire. Si toutefois toutes vos prises USB sont utilisées, on peut également, en utilisant un convertisseur, passer de USB 3 à USB-C et à ce moment-là nous brancher sur une prise USB-C disponible dans l'ordinateur, ce qui permettra exactement toutes les mêmes fonctions, c'est-à-dire à la fois l'alimentation et le transfert des données, donc transfert des images. Voilà pour la connectique. Prise en main. Vous voyez, ça se prend comme un stylo. Regardez dans la partie droite, où vous voyez très bien la manipulation, ici. La caméra quasiment roule entre les doigts. Dans la mesure où nous avons des chemins de scannage à respecter, avec un petit basculement de la caméra, on voit ici avec quelle aisance au maxillaire la caméra réalise ce travail. Alors, l'embout n'est pas réversible sur cette caméra. Par contre, il est très facile de la retourner pour aller scanner le bas. Vous voyez ici la façon dont le praticien tourne là-bas. Son pouce est tout près de ce bouton qui est illuminé ici, qui est un bouton multifonction. On va vous détailler ça dans quelques instants. Donc, prise en main extrêmement simple, rapide, légère, et la légèreté est toujours, si j'ose dire, un argument de poids. La calibration. Tout instrument, ce sont des instruments de précision, et tout instrument de précision a besoin d'être régulièrement vérifié pour être sûr de conserver la précision tout au long de son utilisation. Donc ce cylindre contient à l'intérieur une mire que nous voyons ici à droite. La caméra va s'insérer dans ce logement et une fois que cette calibration est en route, l'accessoire, l'espèce de cylindre là, est relié à l'ordinateur. Eh bien, un protocole automatique va permettre le déplacement de la mire. La caméra va regarder cette mire et par logiciel, on va effectuer le réglage pour que la bonne corrélation des deux caméras se fasse et vous délivre de façon continue une mesure absolument précise. Ça fait des images, mais aussi ça prend des mesures.
Donc la caméra, vous le voyez ici, est insérée dans ce cylindre et la calibration se fait automatiquement. Alors sachez déjà qu'en dehors de ce webinaire, eh bien, il y a une série de vidéos qui est disponible dans la chaîne YouTube du Cubocast 3D qui détaille plus précisément chacune des choses que nous allons exposer ici. L'installation du logiciel. Donc, c'est 3 parties pour l'installation du logiciel. On installe le logiciel proprement dit sur l'ordinateur. Il va falloir créer un compte dans le cloud de chez Electra, donc le compte FreeCloud, et puis s'enregistrer, si vous voulez, de façon à ce que la caméra soit authentifiée dans le cloud comme étant votre propriété sur votre ordinateur. Voilà comment ça se passe. Une clé USB vous a été fournie sur laquelle vous avez le logiciel. Vous allez copier ce logiciel sur votre ordinateur, puis ouvrir la fenêtre et cliquer sur Installer. L'installation se fait totalement automatiquement. Il faudra bien sûr redémarrer l'ordinateur pour que tous les fichiers qui ont été installés soient reconnus par votre ordinateur. Ensuite, bien sûr, vous aurez accès directement à votre logiciel Electra. L'étape suivante, c'est de créer votre compte. Votre compte cloud, c'est un endroit où vous allez pouvoir stocker, ça va se stocker automatiquement, toutes les empreintes que vous ferez. Donc, c'est une situation de sécurité parce que ça veut dire que quel que soit l'avenir de votre ordinateur, si malheureusement il est endommagé ou qu'il disparaît, eh bien, vos empreintes sont en sécurité, elles sont stockées dans le cloud et vous n'aurez qu'à reconfigurer éventuellement votre ordinateur pour y avoir accès à nouveau. Donc, il faut dire « Je m'inscris », sign up. En cliquant sur ce bouton, vous arrivez sur un formulaire qu'il faut remplir très simplement avec les données qui sont habituelles. N'oubliez pas de mettre un mot de passe facilement qu'il faut répéter, puis une adresse mail. Et enfin, indiquez que vous n'êtes pas en robot en recopiant le petit logo qui est sur la partie droite. On sign up, c'est-à-dire OK, je m'inscris. Vous allez donc recevoir ici un mail qui va vous dire de vous reconnecter. Vous arrivez à nouveau sur le panneau que vous avez déjà vu précédemment. Et là, vous rentrez les identifiants que vous avez créés quelques minutes plus tôt, votre mot de passe, et ça y est, vous êtes intégré. Vous faites partie du cloud sur lequel vos empreintes seront tout à fait sauvegardées. Donc, nous sommes maintenant à la dernière étape, c'est-à-dire enregistrer votre caméra sur le cloud. Vous avez sous la caméra un numéro de série, ici, qu'il faut recopier, et on vous aura fourni un numéro de licence qu'il faut également indiquer pour pouvoir enregistrer la caméra. En arrivant ici dans ces fichiers, eh bien, vous avez l'assurance que votre caméra a bien été reconnue et donc vous êtes prêt à l'utiliser au quotidien. Bien sûr, toutes ces manœuvres ne sont plus à répéter. On retrouve le numéro de série que vous avez indiqué, donc tout est prêt. Bastien, peut-être quelques informations à nous donner entre-temps, si tu veux prendre la main. Bah ouais, non, pour l'instant, tu te débrouilles pas trop mal avec tout ça. Effectivement, une fois que tout est paramétré, la caméra est facilement utilisable. Le logiciel est très simple à utiliser et à part la brancher, il n'y a pas grand-chose à faire derrière. Il y a effectivement si la calibration 3D qui est importante, mais aussi la calibration couleur. La calibration 3D sert vraiment à s'assurer que les caméras sont en bonne position pour enregistrer correctement les volumes, alors que la calibration couleur, elle, va influer sur le rendu des couleurs qui est enregistré. Donc en fait, c'est simplement une balance des blancs qui est faite avec la caméra pour s'assurer que les couleurs soient conformes à l'environnement et pouvoir avoir un joli rendu lumineux. Du coup, faites attention par rapport à cette calibration couleur. C'est important qu'elle soit faite dans les mêmes conditions que là où vous allez scanner. Ne faites pas, par exemple, la calibration couleur sur un plan de travail qui n'est pas sous votre plafonnier, là où vous allez scanner le patient, parce que du coup, l'éclairage va être très différent entre les deux zones, et du coup, vous risquez d'avoir des difficultés à enregistrer correctement en bouche, parce que la caméra ne voit pas assez l'environnement n'est pas assez lumineux, ou alors c'est trop lumineux, justement, par rapport à là où vous avez fait la calibration. Donc, ce calibrage couleur, il est important avec l'Electra. Ça permet de pouvoir enregistrer correctement et d'avoir un joli rendu des images par rapport aux autres caméras. C'est un des gros points forts de ce modèle.
Voilà, merci de ces précisions, Bastien. Alors, nous verrons d'ailleurs tout à l'heure dans un des exemples une situation où la balance des blancs n'avait pas été correctement réalisée. Vous verrez que c'est dommage parce que le rendu des images est franchement altéré. Ça ne change rien à la précision de travail, mais ça change beaucoup à l'agrément qu'on a de les consulter et ce n'est pas un moindre point. Paramétrage des bons de commande. Donc, un petit paramétrage peut être nécessaire. Depuis le formulaire ici, gestion des bons de commande, en bas à gauche, vous avez 3 petits points. En cliquant dessus, un menu apparaît et vous cliquez sur paramétrage. Ici, on va pouvoir choisir la langue, le français de préférence, le type de restauration qui sera par défaut choisi lorsque vous ouvrirez votre bon de commande. Vous avez le choix entre restauration, c'est-à-dire la prothèse, l'orthodontie ou un cas d'implant. Ça peut être un cas d'implant ou un cas d'inlay corps d'ailleurs. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Le marquage des dents, nous, notre habitude, c'est la numérotation de la FDA qui permet de classifier les arcades encadrant 10, 20, 30, 40, etc. Et on va pouvoir choisir ici une palette de couleurs qui sera personnalisée. Donc, vous avez toutes les palettes que vous pouvez choisir. Donc, vous choisissez une palette et à l'intérieur de cette palette, en personnalisant, eh bien, vous allez indiquer que pour Vita, on est dans les classes A1, 2, 3, A3,5, B, etc. On va pouvoir déterminer ça. Ça va nous faciliter ensuite la saisie des bons de commande au moment de la fiche prothétique. Ensuite, ces chemins de sauvegarde, je vous conseille de ne pas les modifier parce que c'est le plus simple et ça fonctionne très bien. On peut également changer le format du nom de fichier qui peut afficher soit le dentiste, le type de scan, leur numéro, mais on peut limiter à heure numéro, heure nom, etc. Voilà. Donc, chacun va choisir la dénomination qui lui conviendra le mieux. Ensuite, au niveau dentiste, cette caméra peut être utilisée par plusieurs dentistes. Donc, au moment du bon de commande, apparaîtra dans un menu le type de bon de commande. Si on en a deux, la Bocasse, le docteur Fauchard, et puis on va rajouter un pour voir simplement, j'ai choisi Duret parce que n'oubliez pas que François Duret est quand même l'inventeur de tous ces systèmes dont nous pouvons profiter aujourd'hui. Vous voyez qu'on a cliqué sur le nom, il apparaît maintenant dans la partie basse. Voilà donc pour la première partie. Dans les paramétrages de balayage, je vous conseille aussi pour l'instant de laisser tout ce qui est par défaut. Ça pourrait être ajusté ensuite en fonction de votre expérience. Enfin, le paramétrage du compte, il donne simplement, si vous voulez, un code qui correspond à votre utilisation. Voyons donc les bons de commande. On va créer un cas de numérisation. Nous avons deux formulaires à disposition, un simple et un détaillé, qui sont légèrement différents. Le simple, en ce qui concerne le patient, il n'y a que son nom. Dans le détaillé, on a en plus le sexe et l'âge, ce qui peut être intéressant parce qu'on peut penser que dans la réalisation prothétique, savoir si les dents correspondent à une femme et son âge va permettre des fois un petit peu plus de caractérisation. Nous avons en dessous aussi l'information sur la couleur des dents qui est présentée différemment. À gauche, c'est un menu déroulant et à droite, ça va être une série de boutons qu'il faudra cliquer en fonction, effectivement. Nous avons le teintier Vita, on est en teinte B3 ici, qui aurait été sélectionné. En ce qui concerne les matériaux, à gauche, c'est un menu déroulant, à droite, ce sont des boutons. Remarquez, à côté de matériaux, la petite icône ici, qui permet de rajouter des matériaux en fonction de vos habitudes d'utilisation. Et ça, c'est effectivement très important. Nous avons tous, bien sûr, des habitudes de travail avec certains produits, donc c'est important de pouvoir personnaliser ceci. Ensuite, quand on remplit la fiche, eh bien, nous arrivons à cela. Prenons par exemple ici le cas orthodontie, qui peut être le bon format pour une empreinte d'étude. Vous voyez que dans la partie gauche, on a mis un nom de patient, un praticien, et orthodontie. Dans orthodontie, on n'a pas de choix de teinte, on a des remarques qui permettent soit de faire un bon de commande, et bien sûr, dans le schéma, on va pouvoir indiquer les dents manquantes, en fonction de l'âge du patient. On a choisi ici de ne pas avoir les secondes molaires partout, c'est l'âge de 12 ans, voilà, donc on va pouvoir personnaliser un petit peu ceci. Et bien sûr, ce schéma, il sera dans les autres formulaires tout à fait adaptable aussi. Dans le formulaire détaillé, voilà un formulaire dit de prothèse. Donc un petit peu plus de choses à choisir. Nous avons ici choisi un formulaire détaillé. La teinte, c'est du A3,5. Les matériaux, on a additionné deux matériaux qui, par rapport au choix par défaut précédent, zircone multilayer, zircone stratifié.
Et dans la partie droite, vous voyez qu'on a utilisé à peu près toutes les possibilités, la couronne anatomique, le pontique, l'intermédiaire, donc ça figure un bridge de 14 à 16. Au niveau de 11 et 21, ben, ce sont des facettes. En 24, c'est un petit inlay. En 26, c'est un onlay. Et en bleu ciel, ben, ce sont les dents manquantes. Alors les dents manquantes, pourquoi? Ben, parce qu'en bas, dans ce cas, on projette de faire une prothèse adjointe, ce que l'on va indiquer dans la partie remarque. N'oubliez pas, dans la partie remarque, de mettre une date de retour, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas encore de zone spécifique pour indiquer la date de retour. Et bien entendu, c'est indispensable d'indiquer au labo pour quand vous choisissez le prochain rendez-vous du patient. Nous voici dans le formulaire implanto. Alors, dans le formulaire implanto, il y a un menu déroulant qui permet de choisir le type de pilier que l'on qu'on va utiliser. Le petit crayon qui est à côté permet là aussi, je n'ai pas tout détaillé dans le cadre de cette présentation, ça l'est plus dans une vidéo consacrée uniquement au bon de commande. Donc, on a choisi un pilier angulé. On a choisi une teinte qui est du C2 et on a choisi une zircone stratifiée. Bien sûr, on indique la localisation de la dent sur laquelle ce travail aura lieu. Ici, la dent 14 avec une couronne qui pourra être une couronne transvissée. À noter, bien sûr, aussi dans les remarques, tout ce qui est indispensable, notamment le type de connectique. Même chose, si vous devez réaliser un inlay corps, vous allez choisir dans le type de commande un plan, parce que ça permet de rajouter, lors de la séquence de scan, une étape qui permet de scanner les éléments de localisation, soit de l'implant, soit de l'inlay corps. Alors, prise d'empreinte. Très rapidement, vous savez qu'il est souhaitable de repérer un chemin de scannage. Commencer par le maxillaire, parce qu'on n'a pas la langue, c'est plus simple, et puis respecter ce chemin. En partant des faces occlusales, vous aurez toujours des zones de repère pour vous retrouver si jamais vous perdez en route votre numérisation. En passant par la partie linguale ou palatine, eh bien, dans ce cas, la joue est plaquée contre les dents, et en revenant par la partie vestibulaire, eh bien, la caméra va effacer la zone de la joue, et ainsi vous aurez votre arcade tout à fait complète. Voilà ce que ça donne au point de vue clinique. Regardez un petit peu la bascule que l'on fait au niveau de la caméra. Si c'est une simulation, la caméra n'est pas en fonction, mais on voit très bien la bascule que fait l'opérateur pour capter depuis la face occlusale un petit peu de face vestibulaire, un petit peu de face linguale. C'est d'autant plus important au niveau mandibulaire que l'épaisseur en vue occlusale des incisives et des antérieures est très fine. Donc, il faut basculer pour, dans la première partie de la numérisation occlusale, récupérer un peu de face linguale et un peu de face vestibulaire. Là aussi, en cas de perte de numérisation, vous retrouverez beaucoup plus facilement votre point là où c'est arrêté et reprendre votre scan. Vous voyez la bascule, regardez au niveau antérieur, le geste de l'opérateur ici pour aller prendre de la partie vestibulaire et un peu de partie linguale. Donc ça, c'est les techniques classiques qui ne sont pas propres à l'ELETRA, mais il est bon de les rappeler. Parce que peut-être que les utilisateurs de l'ELETRA seront des primo-utilisateurs de l'empreinte optique et donc ces bases sont indispensables à connaître. En ce qui concerne l'occlusion, on aura un balayage latéral des faces vestibulaires avec un mouvement de haut en bas et d'arrière en avant. Il est très important dans ce mouvement de récupérer non seulement les faces vestibulaires, mais également une partie gingivale, de façon à ce que la corrélation de l'occlusion se fasse automatiquement le plus facilement possible. Donc, dans un premier temps, on dit au patient de serrer les dents, s'assure qu'il est bien en OIM, qu'il n'est pas une position bout à bout, qu'il est compris. Il ouvre la bouche, on insère la caméra. Le patient referme. Vous voyez qu'avec son doigt, le praticien ici maintient la position au contact, sans trop serrer, et le balayage de haut en bas et depuis la partie distale vers la partie antérieure de la bouche. Donc voilà exactement les bons principes. Comment se déroule une empreinte? Alors, on n'a pas encore parlé de ce bouton qui est encadré ici en haut à droite, qui est un bouton multifonction. La première étape, on commence par le maxillaire. Un appui sur le bouton va mettre en route la caméra et démarrer le scan. Un autre appui va interrompre le scan, puis un appui long va permettre de passer au scan de la mandibule. Un clic, arrêt et reprise du scan. Appui long, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire enregistrer l'occlusion d'un premier côté. Et là, c'est un double clic qui permet de passer à l'enregistrement de l'occlusion du côté opposé. On fait un appui long et on passe à la reconstruction, le post-traitement, qui va nous donner vraiment le bel aspect de ces arcades.
La caméra est également munie d'un détecteur de mouvement. Il y a un petit gyroscope à l'intérieur et en déplaçant la caméra, eh bien, on va pouvoir orienter l'arcade à l'écran, ce qui permet de la contrôler sous tous les angles. De la théorie à la pratique. Donc voici des exemples cliniques. Bien sûr, les embouts sont livrés avec une petite languette qu'il faut impérativement retirer et il faudra toujours s'assurer de la propreté du miroir. La préparation, l'autoclavage, ça c'est à réception évidemment de votre caméra. Tous les embouts doivent d'abord être décontaminés puis autoclavés avant la première utilisation. Évidemment, ils ne sont pas stériles. Donc c'est mis dans l'autoclave à plastique et c'est un cycle donc qui doit être complet. Avec vos 6 embouts, vous avez toujours des embouts disponibles. Ce n'est pas possible que vous soyez débordé à ne plus trouver d'embouts dans une journée de travail. Tu as protégé le miroir? Tu as protégé le miroir avec une compresse? Oui, avec une compresse. On met une petite compresse à l'intérieur, vous l'avez vu. Donc, on va ici maintenant retirer l'embout de protection. La procédure de nettoyage, je vous ai envoyé par mail la veille de réception de la caméra. Vous allez recevoir un mail qui vous explique comment fonctionnent les embouts, ce que c'est du consommable, etc. Et vous avez la procédure de nettoyage qui est inclue dans ce mail si besoin. Alors, les embouts sont stérilisables une centaine de fois, donc là aussi, il y a de quoi voir venir et ça permet de bien travailler. Une chose importante, c'est que cette caméra est extrêmement lumineuse. Donc, il faut protéger les yeux du patient et le praticien, il faut faire attention de ne pas de regarder directement parce que c'est très aveuglant, cette lumière. Donc, attention, protéger les yeux du patient, un bandeau ou des lunettes. Éventuellement, c'est vrai que dans ma région, on a souvent des lunettes de soleil, il y a plus des parapluies dans le nord, mais là, le parapluie ne servira pas efficacement à protéger le patient. Donc, lunettes de soleil. On va donc créer une fiche et passer à la numérisation. Nous ouvrons cette fenêtre dans laquelle il y a 2 petites choses à regarder. Dans la partie gauche, il faut que le curseur soit sur « Dans » et que le petit niveau ici soit au milieu, standard. On n'a pas besoin de plus d'éclairage ou de précision. Ensuite, on va sélectionner en bas l'icône correspondant au maxillaire et pouvoir démarrer maintenant l'enregistrement. Voilà donc l'enregistrement clinique tel qu'il se passe. Nous avons à la fois, bien sûr, la vue de la reconstruction plus la façon dont le praticien tient sa caméra. Comme elle est légère, elle peut être tenue entre 2 doigts, ce n'est pas un problème. Donc, on a suivi le chemin de scannage. Bon, ici, la vidéo est un petit peu accélérée parce qu'on n'a pas passé trop de temps à tout détailler. Vous allez voir bien sûr l'essentiel. On est accompagné par un fond musical, je peux? Oui, il y a un petit fond musical. On est accompagné par un fond musical qui s'interrompt si on perd la corrélation. Et vous voyez qu'elle est également tout à fait aussi à l'aise sur la muqueuse que les surfaces dentaires. Et ça, c'est remarquable parce qu'elle va être très, très bonne au niveau de la numérisation des tissus mous. Et c'est évidemment dans l'indication de la prothèse adjointe qu'on va apprécier cette qualité particulière. En cas de perte de numérisation, évidemment, la musique s'interrompt, s'atténue. Donc, on peut scanner soit en écoutant la musique, soit en regardant ce qu'on fait en bouche, soit en regardant l'écran. Et ça, c'est selon. J'en connais un, pas très loin, qui, lui, travaille au son. N'est-ce pas, Gérard? Essentiellement à l'oreille, bien sûr. Travaille à l'oreille. Ça permet d'aller beaucoup plus vite pour faire un scan, dans la mesure où on ne repasse pas systématiquement sur des zones qui sont déjà scannées. C'est la musique qui change. Une fois que l'occlusion est corrélée, la musique change. On va le voir de l'autre côté. Donc, double clic, on passe à l'enregistrement de l'occlusion du côté opposé. Écoutez bien la musique. Première musique. Deuxième musique qui indique que la corrélation s'est effectuée. Donc, on peut tout à fait travailler à l'oreille. Merci, docteur Loufrani. Donc, notre empreinte est quasiment terminée. On va demander la reconstruction qui prend un petit peu de temps. Là aussi, j'ai raccourci le temps pour ne pas passer trop de temps. Et regardez la qualité de l'image qui est obtenue. Alors, on a quelques parties qui ont été enregistrées, parties de joue vraisemblablement. On va nettoyer l'empreinte en utilisant les outils qui sont sur le côté. Le bouton nettoyer permet de faire déjà une grande partie du travail. Mais on dispose également, comme c'est souvent le cas, d'un outil polygone. On va encadrer la zone qui doit être supprimée.
Et c'est important de le faire, ça d'envoyer des empreintes qui soient propres. D'abord, ça occupe un petit peu moins d'espace au niveau, c'est pas énorme, mais ça change un petit peu le poids, on va dire, du fichier qui est envoyé. Voici donc notre empreinte tout à fait reconstituée. Au niveau du temps de processing, Gérard, tu disais que ça prend un peu de temps pour explication. Il faut à peu près 15 secondes par émis arcade, du coup 30 secondes pour une arcade complète. Donc maxillaire plus mandibule, on est à 1 minute de temps de post-traitement. Alors on voit ici la possibilité d'examiner la distance occlusale. On double-clique sur une des arcades et on ouvre les modèles comme ça. Et vous voyez qu'en pointant sur les points de contact, vous avez la mesure. Donc là, on a 14 centièmes, 12 centièmes. Vous voyez, c'est très très précis. Si on grossit, on arrive à avoir ça. Alors ça, c'est important lorsqu'on aura une préparation prothétique, puisqu'on va avoir la distance à l'antagoniste, donc savoir si on a assez d'espace pour aller loger une couronne. Donc mesure très précise. On peut garder, si vous voulez, dans ces situations où on prend des mesures, ça peut être important en orthodontie, ça peut être important en prothèse, donner cette information au niveau du laboratoire. Et en faisant une capture d'écran, le bouton qui est situé dans la partie droite, et on va enregistrer cette image qui sera associée au fichier dans l'ensemble de ce qui est envoyé et exporté par la suite. On peut donc réaliser presque un périmètre d'arcade, mesurer ici quand il y a des dents manquantes, si on pourra placer un forêt d'implantologie. Enfin, tous ces examens préliminaires sont tout à fait intéressants à faire. Et très simplement, vous voyez, on a des mesures qui sont tout à fait précises puisqu'on est plus loin que le micron dans la précision. Donc, c'est au-delà de ce qu'on a vraiment besoin. Voilà donc pour le traitement, post-traitement de l'arcade. On va passer à quelques corrections finales. Quand on a une empreinte qui est terminée comme ça, vous voyez que souvent on a le plancher de la bouche. Le bouton nettoyer permet déjà de faire le plus gros du travail. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui est programmée pour ça. Mais on a également la possibilité d'utiliser les outils dont je viens de parler, c'est-à-dire le polygone et la brosse. Alors, deux différences entre le polygone et la brosse. Le polygone, c'est une suppression qui se fait dans les 3 dimensions. Donc, attention de ne pas aller couper au-delà, en arrière de ce que vous voyez. La brosse, par contre, ne va traiter que l'image qui est en surface, avec un diamètre de brosse qui est ajustable pour supprimer des petites zones. Bon, ça, c'est de la cosmétique, si j'ose dire, mais ça permet de faire des empreintes très propres qu'on peut présenter aux patients avec beaucoup, vous voyez, quand il reste un petit bout comme ça, un truc, c'est pas toujours très chouette à voir. Donc, on va supprimer cette zone-là et avoir une empreinte tout à fait présentable. Donc, ça, c'est important pour la pédagogie qu'on va faire avec le patient. Et voyant cette image, c'est beaucoup plus parlant pour lui qu'une radio panoramique. Donc, notre empreinte est terminée, nous l'avons nettoyée. Un coup de nettoyage à lingette. Et là aussi, on a une coque de la caméra qui est en aluminium, très résistant et qui résistera très très bien, en tout cas beaucoup mieux que ne peuvent le faire les plastiques, à tous ces produits désinfectants. Et immédiatement, on remet l'embout de protection pour protéger les optiques. Voilà, notre séquence d'empreintes est terminée. On va passer quelques exemples cliniques. C'est le cas du remplacement de la 14 ici avec une couronne transvissée implantoportée. C'est un cas du docteur Michael Benchimol. Tout ça, c'est pour vous dire que ce sont des praticiens comme vous et tous, et comme vous et moi, mais qui ne sont pas experts. L'important, vous voyez, en prothèse implantaire, c'est de situer l'environnement muqueux, parce que c'est là où on va pouvoir créer l'émergence prothétique qui va donner un aspect naturel à la prothèse. Mais c'est également situer l'implant dans les 3 plans de l'espace. Et ça, c'est grâce à ces scan body qu'on va utiliser ou scan post qui vont se visser sur l'implant et nous donner donc la précision de repositionnement de l'analogue dans le modèle. Bien sûr, la bonne pratique, c'est de s'assurer que le scan body est bien en place dans l'implant, donc une radio rétroalvéolaire et la sécurité maximale pour ça. Donc, on choisit ici un bon de commande, on a choisi un plan. Ça nous permet de rajouter une séquence dans la prise d'empreinte par rapport à ce que nous venons de voir, qui concernera uniquement les zones où sont situés des implants ou des in-corps, puisque ce sera le même principe. On va donc ici remplir ça, couronne transvissée, la teinte, le matériau. Dans les remarques, on indique précisément le type de connectique,
parce que même si on peut la deviner, c'est bien de l'indiquer. Et puis, vous le voyez, la date de retour. On situe l'empreinte, l'endroit où ça se situe, la 14. La séquence, maintenant, est donc un petit peu différente. Je vous conseille de commencer la séquence en laissant la vis de cicatrisation en place, puis d'interrompre le scan et de repasser par-dessus. À ce moment-là, la caméra, vous allez le voir dans la vidéo, va effacer la vis. L'intérêt de ça, c'est que dès que vous démontez votre vis, l'environnement muqueux va s'effondrer et vous risquez d'avoir une mauvaise capture de ça. Donc, on fait d'abord notre arcade et puis on démonte la vis et très rapidement, on passe par-dessus avec la caméra pour conserver la précision de cet environnement muqueux. On passe ensuite au scan du scan body, scan post, un clic suivant, la mandibule, puis l'occlusion des deux côtés et la reconstitution. Ça, on vient de le voir. Donc voilà comment ça se présente. Regardez ici, la vis est en place. Donc on passe au-dessus de la vis. Alors s'il y a plusieurs implants, eh bien on va séquentiellement démonter les vis. Là aussi, si vous avez 3-4 vis dans la bouche, eh bien, une fois que vous avez monté la quatrième, au niveau de la première, c'est déjà transformé. Donc c'est pour ça que je vous recommande de les démonter séquentiellement. Donc empreinte globale du maxillaire, on aurait pu faire qu'une empreinte partielle, mais bon, c'est tellement rapide que ça mange pas de pain, je vais dire, d'aller plus loin et on aura une occlusion plus stable. Maintenant, regardez la façon dont la caméra efface la vis qui était en place. On est toujours dans le même scan du maxillaire. On n'a pas changé encore de clic. Et voilà l'environnement muqueux qu'on récupère. Donc, une image qui est très précise. Vous voyez qu'on voit même l'intrado de l'implant, c'est dire la profondeur de champ de cette caméra. L'étape suivante, c'est d'aller enregistrer le scan body. On va donc faire un trou à l'emplacement du scan body avec cette sorte de gomme et on va reprendre le scanner qui va démarrer bien sûr des dents collatérales. Voilà, l'empreinte maintenant ne se limite qu'à cette zone. Donc c'est une capture qui est très rapide, qui s'additionne à la première. Et imaginez que c'est comme, si vous voulez, un calque qui se superpose à la première empreinte. Donc voilà le résultat de ce scan. Vous voyez que la référence du scan body est tout à fait lisible, aucun problème. Nous allons passer maintenant à l'arcade mandibulaire. Ça change de couleur au moment où tu vas scanner ton scan body. Il ne faut pas être surpris. Non, au départ, effectivement, quand on fait le trou, ben, c'est une séquence normale dans l'empreinte, mais dès qu'on numérise, bien sûr, on retrouve nos couleurs. On va nettoyer l'empreinte ici et l'occlusion, donc de part et d'autre. Hein. Donc, Karine, tout ça, c'est conforme à ce que vous venez de voir. La corrélation est très rapide. Vous voyez que bon, c'est une occlusion qui ne pose pas de problème particulier. Si toutefois, ça n'était pas créé automatiquement, il y a bien sûr la possibilité de le faire manuellement. Voilà l'image reconstituée, vous voyez, de la zone muqueuse qui est extrêmement bien reproduite. Donc, très, très bonne qualité d'image. Regardez ici, on va voir au travers du puits de vissage, on voit la vis à l'intérieur. On devine la vis. Vous voyez la profondeur de champ, toute la hauteur du scan body. Donc voilà notre image reconstituée. On termine. Bien sûr, on envoie à notre laboratoire favori qui est Labocast. Et l'empreinte est partie. Donc, un tout petit peu de temps, on va même pouvoir, dans cette situation, bénéficier, si on demande, de la CAO. Alors, sur un cas unitaire, ce n'est pas forcément intéressant. Sur des cas plus importants, on peut effectivement vouloir vérifier la CAO. Il faut en faire la demande express. Et là, on voit qu'on a une reconstruction, les diverses étapes de la CAO, la partie qui est la connectique vraie, plus la partie anatomique de reconstruction de la couronne avec son axe d'insertion. Peu de temps après, on reçoit donc le cas qui a été traité. Je veux vous faire remarquer que ce sont les composants originaux qui sont utilisés, ce qui vous garantit évidemment la précision de l'adaptation et la conservation de la norme CE, donc grande précision. Également, une chose importante, il y a deux vis, la vis de prothèse et la vis qui sera utilisée dans la mise en place, l'assemblage de la couronne, qui, elle, n'a pas servi en prothèse. C'est donc qu'elle garde toutes ses qualités mécaniques et ça nous assure d'un serrage tout à fait conforme et durable parce qu'on va serrer bien sûr avec une clé némométrique, on aura le serrage optimal. Donc tout à fait sérieux. Vous voyez ici la comparaison entre la CAO et la réalisation qui sont tout à fait conformes et la reproduction de l'environnement muqueux qui est fait sur le moulage par une zone en silicone. Ce qui permet, quand on place la couronne, d'avoir un aspect l'aspect esthétique,
On contrôle bien sûr la qualité des points de contact sur le modèle, contacts proximaux, les contacts occlusaux sont également contrôlés sur le modèle. Et puis, on va passer en bouche où on va positionner la couronne, s'assurer avec une radio qu'elle est bien à fond. Et à partir de là, on pourra, une fois qu'on a vérifié ça, contrôler les contacts occlusaux qui sont parfaitement conformes à ce que nous avions sur le modèle. Donc, ce cas a été posé sans aucune retouche, à la grande satisfaction du praticien et bien évidemment du patient. Bon, l'assemblage final est très classique, hein, vissage pénémométrique et puis obturation avec, je reviens dessus, du téflon et composite photopolymérisé en surface. Et le patient repart. Donc, empreinte, pose, 0 retouche. Merci les acteurs de toute cette chaîne de travail. L'empreinte en prothèse adjointe, donc là, on situe une prothèse totale maxillaire à refaire et une prothèse mandibulaire partielle à faire. Donc, vous voyez que la fiche a été créée, plus de dents en haut, les dents manquantes en bas. On demande un appareil complet résine, partiel en bas et l'emplacement des crochets. La séquence de l'empreinte là, eh bien, nous allons faire au niveau du maxillaire l'empreinte recto-verso de la prothèse existante qui a été rebasée et adaptée. Puis, le scan de la mandibule, avec là aussi, on part bien entendu depuis les dents restantes et on va faire les crêtes. Vous allez voir le scan, l'occlusion d'un côté de l'autre et la reconstruction. Donc, très, très classique. Voilà l'empreinte. Et là, on voit aussi que la caméra peut s'adapter à tout type de matériaux. On peut être amené, par contre, à demander un réglage différent. Regardez à gauche dans la fenêtre où est le curseur. Il est situé sur résine, de façon à ce qu'il n'y ait pas de filtrage excessif au niveau des couleurs. Alors, il se joue des contre-dépouilles. Nous avons bien sûr toutes les contre-dépouilles qui ont été bien enregistrées dans l'intrado. Et après avoir fait l'intrado, on bascule la caméra sur l'extrado et on continue de scan dans un jet continu. Cette caméra accepte très très bien les surfaces brillantes. Donc, des fois, l'intrado du palais est une zone compliquée à numériser, ce qui n'est pas le cas avec cette technologie qui répond très très bien à la numérisation des zones brillantes. Le scan du métal est effectivement très facile, que ce soit du chrome cobalt, du nickel chrome ou de l'or, franchement, ça passe tout seul. Sans nécessité de poudrage. Donc vraiment une très très bonne qualité d'image. Donc on termine notre scan maxillaire, voilà l'image. Donc avec ça, évidemment, le labo est capable de déduire l'intrado de l'appareil et donc la base maxillaire. Voici la mandibule. Donc c'est intéressant de voir que là, on part bien sûr des dents existantes. Et puis on va basculer depuis un secteur en repartant ensuite, vous allez le voir, vers les parties distales, d'un mouvement lent et continu pour aller enregistrer la crête très confortablement. Si on se perd, toutefois, bien sûr, il faut repartir des zones dentées pour aller chercher les parties muqueuses. Alors, c'est toujours un petit peu plus technique à la mandibule. Et regardez avec quelle facilité cette caméra arrive à enregistrer cette crête qui est quand même très fine. À ce stade-là, je pense qu'il faut préciser qu'on peut diffuser des écarteurs qui s'appellent des écarteurs de Larousseau qui permettent de tendre les tissus et de tendre le vestibule en particulier et d'écarter la langue. Effectivement, la difficulté vient souvent de la mobilité des tissus périphériques, langue ou joue. C'est pour ça que l'arcade mandibulaire édentée est vraiment un challenge au niveau de l'empreinte optique. Mais avec les bons accessoires, on s'en tire très bien. Donc, il y a un petit peu de nettoyage à faire. Là, vous l'avez vu, on enregistre l'occlusion. Alors là, on voit que les prothèses avaient vraiment besoin d'être refaites. Hein. L'occlusion n'était pas top, mais tout à fait suffisante en fait pour bien caler les deux environnements. Alors c'est l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure où la balance des blancs n'avait pas été correcte. Et vous avez vu la différence avec une balance des blancs correctement réalisée et celle-ci qui est plutôt imparfaite. Donc faites bien la bonne balance des blancs, ce sera un résultat beaucoup plus joli à regarder.
Donc, on va nettoyer l'empreinte. Là, on a des zones nettement… alors là, le bouton nettoyer, on a trop enlevé, vous voyez, parce que l'intelligence artificielle n'est pas toujours à même de vraiment discerner ce qu'il faut. Donc, on va utiliser nos outils de retouche que sont Polygone Oui. et Bross. Tu peux revenir en arrière. C'est important, ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as passé sur le bouton nettoyer, il a fait trop de travail, on a la possibilité de revenir en arrière. Oui, oui, c'est la touche panique, si j'ose dire, hein. C'est-à-dire, voilà, ça, le clic de trop, le clic qui tue. Donc, on peut revenir en arrière et aller reprendre notre suppression des zones inutiles beaucoup plus tranquillement. Avec l'intelligence humaine et non pas avec l'intelligence artificielle. C'est ça, tout à fait. Il reste l'intelligence humaine quand même toujours qui prend la main sur ces intelligences qu'on ne contrôle pas toujours. Mais qui rendent de grands services quand même. Dans la plupart des cas, ça fonctionne très bien. C'est plus compliqué sur une zone là où il n'y a que de la muqueuse, parce qu'il faut reconnaître que pour le challenge est très, très important là pour l'intelligence artificielle. Donc, c'est très rapide à faire. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va consommer du temps, et c'est quelque chose qui va permettre d'envoyer vraiment de bonnes informations. Et ici aussi, eh bien, c'est la Bocas qui est choisie pour envoyer notre empreinte. Allez, on part chez la Bocast et revient quelques temps plus tard. Ce magnifique travail. Donc là aussi, empreinte, mais bien sûr. À quoi bon faire des essayages? D'autant que vous voyez la qualité du travail qui revient. Les crochets sont parfaitement bien dessinés, bien positionnés. La caméra est l'outil de choix pour la prothèse adjointe. On ne le répétera jamais assez. Et parce que il y a pas de déformation lorsqu'on numérise des contre-dépouilles. Donc, le modèle qui est issu est précis et la CO est précise. Donc, voilà notre insertion en bouche. Je dis pas zéro retouche, mais très peu de retouches. C'est-à-dire quelques petits coups de papier articulés et des réglages pour obtenir une occlusion parfaitement équilibrée des deux côtés dans cette situation. Aucune gêne de la part pour la patiente, c'était une patiente qui se dit confortable. Et donc, évidemment… Et la rétention du complet? Ah ben, tout à fait parfaite, hein, suffisante. C'est-à-dire qu'on l'insère facilement, que le patient la désinsère facilement. Ça aussi, c'est important parce que des fois, des crochets trop serrés, c'est l'enfer pour le patient. Les patients âgés ont des ongles fragiles, ils n'ont pas une bonne vue, donc il faut que ça reste accessible. Et bien sûr, on pourra toujours activer les crochets si besoin. Je précise parce que beaucoup d'universitaires tiennent encore un langage qui a tendance à dire que l'empreinte optique n'est absolument pas faite pour la prothèse amovible, qu'elle soit complète ou partielle. C'est encore quelque chose qui est enseigné dans les facultés et qui est diffusé dans pas mal de conférences. Oui, mais c'est là où il faut porter effectivement la contradiction, tant pis, il faut être capable aussi d'assumer les contradictions, mais là ce sont des exemples cliniques et ils sont nombreux. Combien de praticiens qui ont basculé dans l'empreinte optique, ça a changé leur vie dans ce niveau, dans ces indications de prothèse. C'est absolument phénoménal. Donc, polyvalence, voilà ce que propose la caméra numérique maintenant. Ça peut quasiment tout faire. Les sujets dentés, les enfants, l'empreinte en implantologie, la prothèse adjointe partielle, totale, on peut tout faire. Vous voyez ici sur ces deux images, on peut même numériser complètement deux appareils qui ont été faits. N'oubliez pas que quand vous savez maintenant dans les EHPAD, il arrive malheureusement que les appareils se perdent par oubli, négligence, etc. Bien, à partir du moment où vous avez réalisé une empreinte optique et qu'un appareil est perdu, vous appelez le labo, paf, on vous fait une copie immédiate de ce que vous aviez déjà fait. Et vous pouvez livrer votre appareil même sans revoir le patient à partir de l'empreinte. Évidemment, si l'appareil ne datait pas de 3, 4, 5 ans, où il y aurait besoin d'une mise à niveau. Mais donc, ça aussi, c'est les bénéfices de l'empreinte optique qu'on n'a pas forcément envisagé dès le départ. On peut également faire des empreintes chez l'enfant. Ici, c'est une bouche, c'est ma petite fille, elle a 5 ans, et pour elle, ça a été un jeu. Vous savez, ils sont très jeux vidéo, les robots, etc. Donc là, on a le petit robot qui va aller faire des photos de ses dents. Et pris comme un jeu, écoutez, ça passe très bien. Et c'est
vous allez le voir dans son cas, où on a une occlusion inversée qui va demander, bien sûr, dans quelques mois, dès qu'elle commencera à avoir l'apparition de ces molaires permanentes, une intervention, parce qu'il y a une occlusion croisée. C'est quelque chose qui est motivant pour les parents. C'est un outil de travail très important pour l'orthodontiste parce que ça lui permet d'envisager effectivement des situations. Vous voyez, une occlusion croisée qui devra bien sûr être corrigée dès qu'elle aura l'âge pour cela. Donc, polyvalence. Alors, le dernier conseil que je peux vous donner, alors c'est valable pour les lettrats et pour d'autres cas, bien sûr, mais c'est d'organiser votre espace de travail. C'est de commencer par des cas prothétiques simples. On voit souvent des praticiens qui viennent d'acquérir une caméra vidéo qui veulent, comme première empreinte, faire l'empreinte d'une arcade complète implanto-portée sans qu'ils aient pour autant préparé le terrain à l'avant. Donc, des cas simples. Il faut s'habituer à utiliser l'outil. Il y a une petite courbe d'apprentissage, mais il faut savoir qu'il y en a une quand même. La prothèse amovible. Allez-y, prothèse amovible. Et parfois, scannez les appareils plutôt qu'en bouche. Contrôlez l'empreinte, nettoyez les tissus mous, faites-la propre. Dans certains cas, vérifiez votre espace occlusal, mais surtout, dès que vous avez votre caméra, scannez, 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 scannez. C'est mon maître Gérard Loufrani qui m'a appris cette phrase et que j'ai retenue. Donc, est-ce que j'ai bien dit, mon cher confrère Gérard Loufrani, on scanne, on scanne, on scanne. C'est bien ça? Absolument. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut jouer avec les boutons de la caméra. Il faut jouer avec les boutons du logiciel et il faut scanner le patient qui est sur le fauteuil avant de se lancer dans un cas clinique. Au bout d'une semaine, on a l'acquisition du geste et à partir du moment où le geste, c'est la seule chose qu'on ne peut pas vous apprendre. On peut vous apprendre à faire fonctionner vos caméras, on peut vous apprendre des logiciels, on peut vous expliquer que notre laboratoire est certainement un des meilleurs laboratoires, notamment en amovible. Par contre, le geste, il n'y a que vous qui pourrez l'acquérir. Mais c'est un geste simple. Nous faisons couramment dans notre pratique des choses bien plus compliquées, comme aller faire l'endo sur une 27, aller faire l'extraction d'une dent de sagesse. Tous ces gestes sont beaucoup plus techniques. Là, il s'agit simplement de filmer et vos patients vous en seront reconnaissants. Parce que je peux vous dire qu'un patient qui a connu l'empreinte optique ne revient pas volontiers à une empreinte classique. Alors, est-ce qu'elle est précise finalement? Ça, on peut se poser la question, elle est petite, elle est légère, est-ce qu'elle est précise? Alors, j'ai fait une très très rapide comparaison que je vais vous soumettre là. C'est une empreinte, ici on a deux fichiers superposés, d'une caméra qui fait peut-être référence, c'est la caméra Medit. On a superposé l'empreinte de l'Electra et vous voyez que les écarts sont extrêmement faibles. 25 centièmes, 25 microns, pardon, 25 microns, c'est-à-dire 2 centièmes d'écart. Et au niveau des zones muqueuses, on a très très peu d'écart. Donc vraiment, on peut dire que cette caméra a toute la précision requise. Les points forts, elle est petite et légère, rapide, précise, plug and play réellement. Vous branchez, ça marche. L'embout est fin, elle ne fait pas de bruit. Le détecteur de mouvement vous permet d'orienter l'arcade comme vous voulez à l'écran. Le bouton multifonction, c'est faire l'empreinte de A à Z sans retourner auprès de l'écran et de la souris pour passer à l'étape suivante. Et puis une technologie anti-buée qui vous garantit un miroir toujours propre, qui fait une numérisation sans défaut. Je vous remercie de votre attention. S'il y a quelques compléments, Bastien et Gérard, je vous laisse la parole, j'ai beaucoup parlé. En tout cas, merci de votre attention. On va peut-être repasser. Loïc, maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on se fera un plaisir d'y répondre. Bastien, est-ce que vous souhaitez ajouter des éléments techniques par rapport aux spécifiques, par rapport à la technologie utilisée par notre fournisseur? Alors oui, petite correction par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est pas de la photogrammétrie, c'est de la triangulation comme beaucoup d'autres caméras. La particularité de ce scanner Electra Smart, c'est que c'est la seule caméra qui envoie une lumière codée, ce qu'on appelle une lumière structurée codée. C'est Panda qui a breveté ce principe. En fait, les autres caméras du marché vont envoyer une lumière qui va être répercutée vers la caméra et la caméra va être capable, via la récupération de cette lumière, de déterminer la position des éléments. Sur la caméra Electra Smart, c'est une lumière qui est structurée, c'est-à-dire que chaque partie de la lumière qui est envoyée sur la dent et récupérée par le logiciel a une couleur particulière. Du coup, quand le logiciel récupère les informations, il est capable, plus précisément que les autres marques de caméras, de situer le point en 3D
là où il était. Du coup, c'est une caméra qui va plus vite que les autres caméras et qui fait moins d'images grâce à ça. C'est pour ça qu'on a une rapidité de scan qui est aussi importante et une précision qui est accrue par rapport aux autres scanners. C'est grâce à cette lumière structurée et à la puce informatique, électronique qui est dans la caméra, qui est développée par la marque. En tout cas, merci à tous pour votre attention. Nous sommes enchantés de pouvoir faire bénéficier à nos clients, mais aussi à des primo-accédants non clients du laboratoire de cette caméra, parce que nous pensons que c'est une des meilleures solutions pour pouvoir s'équiper lorsque nous n'en avons pas au cabinet. Nous proposons plusieurs marques. Nous sommes évidemment distributeurs de Medit, nous sommes distributeurs de SweShape, mais aussi de l'Eletra Smart, ce qui nous permet de pouvoir avoir une réponse adaptée à toutes les attentes des cabinets dentaires modernes. Notre équipe se tient à votre disposition pour pouvoir vous passer au cabinet, vous faire des démos. Et n'oubliez pas que notre promesse d'entreprise est de vous installer et de passer au cabinet physiquement pour vous installer vos scanners et en faire le suivi. Je vous remercie à tous. Merci Gérard, merci aussi Gérard. Merci beaucoup Bastien. À très vite à tous. À bientôt.